Bonjour Corinne. Bonjour Joseph. Confinés à domicile, nous éprouvons une profonde forme de vulnérabilité sur laquelle nous reviendrons certainement, Corinne, mais je voulais commencer par te demander quel peut être le rôle du philosophe face à cette crise qui affecte non seulement la sphère publique, mais aussi l'intimité du rapport entre les personnes. Alors d'abord, le rôle du philosophe, il est négatif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de ne pas ajouter sa voix au concert des voix qui désignent des coupables ou des personnes qui pensent pouvoir tout reconstruire à partir de rien. Je crois que c'est un ensemble des phénomènes qui invitent à de la modestie, mais ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à penser à l'après. Et moi, je pense que le rôle du philosophe, eh bien, c'est quand même de préparer l'avenir, ou plutôt de réparer. Moi, j'aime bien le mot réparer, la réparation du monde, à laquelle j'ai consacré un petit recueil de textes et d'inédits, et ça vient de la Kabbale ourianique du XVIe siècle. Et c'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois grand et modeste. Réparer le monde, ce n'est pas penser à un grand soir, ce n'est pas restituer une unité originaire qui n'a peut-être jamais existé, puisqu'au contraire, dès la création, le monde est brisé et nous devons chercher les étincelles de vérité qui sont éparses dans l'âme des animaux, dans la terre, etc. Et moi, je crois que vraiment, c'est l'idée d'une sorte d'examen modeste, patient, minutieux, qui consiste à changer les modes de production, réorganiser l'alimentation, la production, les échanges, penser une transition écologique. Et le mot transition également, il a sa modestie, on sait où on va peut-être, en tout cas on a un certain nombre d'horizons et de convergences en vue, d'idées au niveau de la réorganisation des secteurs d'activité, mais on ne fait pas tabula rasa, on ne fait pas table rase du passé, on a des objectifs mais qui devront être contextualisés, appliqués selon les contextes, les environnements sociaux et géographiques. Et ça, je crois que c'est une démarche à la fois constructive mais lucide sur les difficultés, sur les dangers que nous encourons aujourd'hui tant au niveau sanitaire, écologique qu'au niveau démocratique. Mais c'est un effort qui, évidemment, est collectif. Nous nous révélons face à cette crise et la propagation incontrôlée, pour l'instant du moins, d'un virus de plus en plus meurtrier, profondément vulnérable et impuissant. Est-ce que cette vulnérabilité peut se transformer ou se convertir en force, en une certaine condition de possibilité pour outrepasser ou surpasser ces multiples crises qui affectent notre humanité? Ah, je le crois. Parce que la vulnérabilité, c'est effectivement le fait, étymologiquement, d'être sujet aux expositions d'affections, de virus, mais c'est aussi l'altération du corps, la facilité à être blessé physiquement, psychiquement, socialement. C'est donc une fragilité, mais c'est aussi une force, car c'est aussi la capacité à s'ouvrir à autrui, à être concerné, voire cerné par ce qui arrive à l'autre, comme dit Lévinas, la responsabilité. Et comme il l'écrit, seul un moi vulnérable peut être responsable, peut être concerné par ce qui arrive à autrui et pas seulement centré sur lui. Mais je voudrais ajouter que on peut être étonné que les humains souvent aient oublié leur fragilité essentielle qui quand même fait partie de la condition humaine, de notre mortalité, de tout ce qui échappe à notre maîtrise, à notre conscience et qui souligne aussi notre interdépendance, notre besoin de soins et des autres. Alors, et ça c'est vraiment étonnant que la plupart du temps nous vivions comme si nous étions définis par nos choix, par ce que nous voulons, par notre capacité à changer nos désirs, etc. Alors que finalement, la condition humaine, terrestre, charnelle, nous renvoie à notre impuissance, à notre impouvoir, au cœur du pouvoir, comme disait Derrida pour définir la vulnérabilité. Je trouve que c'est une très belle formule. Et je crois que la conscience, c'est vrai, c'est paradoxal, mais de sa vulnérabilité, c'est aussi une manière de penser autrement le rapport à autrui, aux écosystèmes, de souligner notre interdépendance et de faire surgir un sujet toujours relationnel dès qu'il habite quelque part, qu'il cohabite, qu'il a toujours un impact sur les autres. Nous sommes aussi responsables de ce dont nous ne sommes pas coupables. Nous sommes responsables
parce que nos modes de vie ont un impact sur d'autres personnes dont nous ne voyons pas le visage, nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que nous faisons, de l'impact de ce que cela, et pourtant nous sommes co-responsables car nous avons en tout cas participé, décidé d'avoir ce mode d'organisation sociale, économique, ces échanges, ce qu'on appelle la mondialisation. Donc là, il y a vraiment, d'où l'importance d'élargir un petit peu sa perception du temps et de l'espace, comme disait Gunther Anders, afin de prendre conscience de cette communauté de vulnérabilité. Indubitablement, nous vivons une crise sanitaire et comme pour toute crise, nous pouvons espérer repartir au-delà d'elle autrement, en inventant de nouveaux schèmes, normes, valeurs pour habiter le monde. Mais pouvons-nous être si sûrs, Corinne, que nous repartirons autrement, que nous changerons notre rapport au monde, à notre habiter dans le monde, ou bien n'est-il pas plus évident, plus réaliste aussi, pour les humains que nous sommes, de reconnaître que nous ne ferons que reprendre les mêmes schèmes utilitaristes et néolibéraux une fois la crise passée. En fait, ne crains-tu pas que l'humain se révélera au trop humain, voire même pavlovien, en réagissant comme il l'a fait depuis toujours et en ne traitant cette crise comme juste une crise de plus? Ah oui, c'est possible, tout est possible, c'est-à-dire après Auschwitz, après Hiroshima, après aussi la catastrophe nucléaire Fukushima, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est évidemment pas la même chose, hein, mais rien n'a changé ou peu. Donc on peut craindre, et je crois qu'on doit craindre que les individus comme les dirigeants ne continuent le même type de développement, ne promeuvent encore le même type de développement, de mode de développement qui nous conduit pourtant à la ruine, à une ruine pour laquelle il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Néanmoins, il me semble que cette fois-ci, beaucoup de personnes ayant peur, souffrant pour d'autres, pour leur famille, pour des personnes qui souffrent dans leur chair, eh bien, quand même, sont confrontées aux limites, ou plutôt à l'aberration et à l'irrationalité d'un modèle de développement qui ne nous garantit pas la souveraineté, ni d'ailleurs la sécurité alimentaire, qui nous expose à des agents infectieux majeurs. Hein. Cette crise sanitaire n'est pas une crise environnementale, néanmoins, la destruction de l'habitat d'animaux sauvages les rapproche de nous, et ces derniers sont souvent les hôtes de virus qui traversent les frontières des espèces. Il y a énormément de marchés ouverts d'animaux sauvages, en Chine, mais aussi en Afrique, et cela est à l'origine, depuis les années 90, de virus. Donc je crois quand même que ça peut décider les individus à faire pression sur leurs gouvernements respectifs afin qu'ils engagent des mesures de bon sens, c'est-à-dire reterritorialiser par exemple l'agriculture et la production notamment aussi énergétique, c'est fondamental et c'est un cercle vertueux parce que ça permet cette sécurité alimentaire, ça permettrait dans les cas où il y a des confinements de pas tout bloquer au niveau économique, mais ça permet aussi de recréer des emplois et de créer aussi des zones de convivialité dans des endroits désertés. Donc là, il y a quand même, là encore une fois, le projet de transition écologique est un projet très structuré. Il est très étonnant que les pouvoirs publics ne s'en soient pas saisis. Et là, je crois qu'il faut s'interroger sur le pouvoir des lobbies. Par exemple, les aides de la PAC en Europe sont massivement destinées aux élevages intensifs, dont je rappelle qu'ils nous exposent aussi à des problèmes de santé publique, car l'antibiorésistance, ce n'est pas un fantasme de vegan, hein, c'est un problème et une des raisons majeures, c'est l'usage massif d'antibiotiques de réserve, c'est-à-dire normalement qu'on n'utilise que pour les humains en dernier recours, l'usage massif d'antibiotiques de réserve dans les élevages intensifs de cochons, etc., eh bien, va faire en sorte que les antibiotiques ne marcheront plus dans quelques années. Il y a déjà dans le monde pas mal de personnes qui meurent de cela. Donc là, vous voyez, on est exposé à des dangers. Je crois que quand même, on peut espérer qu'il y ait quand même quelques mesures de bon sens. J'espère aussi que les gouvernants vont s'appuyer sur des études solides. Ça suppose d'avoir une démarche pragmatiste dans les deux sens du terme, dans le sens banal, pragmatique, visant quelque chose de constructif et de concret, et pragmatiste, avec l'idée qu'on institue progressivement le bien commun, lequel n'est pas dans le ciel des idées, lequel n'est pas possédé par un individu qui serait un gourou, mais qui se fait aussi en faisant remonter les expérimentations menées ça et là
au niveau de l'agriculture, de l'élevage, des transports, etc. Habiter mieux le monde, c'est fondamental aussi parce que ça nous réconcilie avec nous-mêmes. Moi, j'ai honte du matin au soir de ce qu'on fait aux animaux. C'est pas seulement parce que je les aime et que je m'abstiens de produits animaliers, mais c'est parce que pour moi, ce que l'on fait chaque jour aux animaux sauvages, auxquels on dénie on dénie parfois tout droit à habiter leur terre, on leur détruit leur habitat, aux animaux domestiques, tout ça pour moi c'est le reflet d'un modèle de développement déshumanisant. Donc je crois que là on a vraiment un boulevard pour changer sans se couper des traditions, puisque chaque société a ses traditions, a son histoire. Ça pourrait en tout cas dessiner un avenir qui ne sera pas radieux, mais qui ne serait pas l'avenir catastrophique dans lequel effectivement on se précipite si on continue à maintenir ce modèle de développement qui n'est pas soutenable, qui n'est ni écologiquement, ni au niveau sanitaire, ni au niveau social et politique, puisque pour moi, une des catastrophes possibles, c'est aussi la montée du racisme, des populismes et cette haine de la démocratie et de la raison qui s'empare de pas mal d'esprits dans nos sociétés. Merci beaucoup, Corinne. Dernière question, quel est ton antivirus philosophique? Alors moi, avant de m'endormir, je lis actuellement un livre que j'aime beaucoup, de Italo Calvino, Le Baron Perché. C'est un petit baron, un jeune, qui vit dans les arbres. Et je trouve que c'est très beau, voilà, ça me plaît beaucoup. Je ne connaissais pas, et voilà, c'est mon antivirus.